Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien. Bonjour. Comme vous m'avez plusieurs fois posé la question, j'ai revérifié. Je pense qu'il sera possible de mettre en ligne les projections. Comme je vous avais dit, c'est déjà en partie intégré dans les vidéos, mais bon, c'est moins pratique pour récupérer éventuellement les données. Donc, dans la semaine qui vient, je pense, je pourrai mettre en ligne les PowerPoint correspondant aux séances précédentes. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de tonalité en se posant une question qui est quand même aussi une incertitude par rapport à l'évolution des paramètres démographiques dans les années à venir, qui est la question qu'on commence à se poser de capacités reproductives éventuellement menacées. Alors bien entendu, il faut tout de suite cadrer les choses. La baisse de la fécondité dans les pays développés et ailleurs, elle est le résultat essentiel du choix des femmes et des hommes d'avoir moins d'enfants. Là-dessus, il n'y a aucun doute. La question est de savoir si, en plus de cette tendance de fond qu'on a pas mal analysée dans les séances précédentes et avec aussi les contributions des orateurs étrangers, la question est de savoir si, en plus, il y aurait effectivement des difficultés qui résulteraient, d'une part, d'un point qu'on a largement abordé, c'est-à-dire le report de la première naissance, qui peut-être pourrait conduire à chercher à avoir des enfants à des âges où les difficultés biologiques seraient plus importantes. Et puis, on se demande aussi s'il n'y a pas un certain nombre de menaces qui portent sur la fertilité en général, notamment des expositions environnementales. Et question qui suit logiquement, est-ce que les méthodes d'aide médicale à la procréation, qui sont beaucoup développées ces dernières années, seraient susceptibles de résoudre ces problèmes et donc en tout cas, réduire beaucoup la portée de ces objections. Il faut savoir que c'est un débat qui se développe et qu'il y a même un peu de lobbying qui se fait de la part de l'industrie pharmaceutique en grande partie, et y compris à Bruxelles, pour essayer d'encourager les États européens à donner le maximum de facilité dans l'accès aux méthodes d'aide médicale à la procréation, y compris par la gratuité ou un soutien financier important aux familles. Et un des arguments qui s'utilise, c'est voilà une solution, peut-être pas totale, mais enfin partielle, au problème de la très faible fécondité en Europe qui commence effectivement à préoccuper les fonctionnaires de Bruxelles, ou les politiques de Bruxelles. Alors, avant d'entrer dans le sujet, il faut faire quelques rappels de vocabulaire importants ici. Je rappelle que c'est les conventions des démographes. La fécondité, dont on a abondamment parlé, ça mesure le nombre d'enfants qui sont nés vivants. Et l'infécondité, l'absence d'enfants. Donc l'infécondité, c'est le constat qu'il n'y a pas d'enfants, c'est tout. Ça peut être volontaire, involontaire, provisoire, définitif. La fertilité, par contre, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'aptitude à procréer. Donc ça renvoie aux capacités biologiques qui sont variables probablement d'un individu à l'autre, comme on le verra. La stérilité, c'est le contraire, donc l'incapacité de procréer. Et il y a un terme un peu particulier aussi qu'on utilisera, qui est la fécondabilité. C'est un terme qui a été inventé par les démographes, mais qui est d'un intérêt épidémiologique et même médical important. C'est la probabilité de concevoir au cours d'un mois d'exposition au risque. Et on verra que, en effet, c'est important parce que cette probabilité est loin d'être égale à 1. Et puis, je parlerai d'AMP, c'est l'acronyme pour aide médicale à la procréation. Alors, premier élément qui fait le lien avec ce qu'on a vu antérieurement, c'est la question de savoir si le report des naissances risque de réduire la fécondité finale. Alors, on peut en effet se poser un certain nombre de questions. D'une part, il y a un premier constat évident, c'est que la période reproductive est limitée dans l'espèce humaine, et surtout chez la femme, par la ménopause. Donc il y a en effet un âge limite, a priori.
peut essayer de le contourner, enfin c'est quand même pour le moment assez compliqué. Un point important, et ça c'est plutôt un apport des démographes, c'est le fait que, en réalité, la stérilité définitive est acquise en moyenne avant la ménopause. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de dire on peut aller jusqu'à 50 ans en moyenne âge de la ménopause. En fait, on va le voir, il est très probable qu'on ne peut plus concevoir un certain nombre d'années avant. Donc ça, c'est une donnée importante, et encore une fois, c'est essentiellement les études démographiques qui ont permis, de façon d'ailleurs indirecte, d'essayer de l'estimer. La fécondabilité que je viens de définir, on a toute raison de penser qu'elle baisse en fin de période reproductive. Là, il y a des paramètres physiologiques clairs qui montrent qu'il y a une augmentation de la durée des cycles, une plus grande proportion de cycles anovulaires, une plus grande variabilité des cycles, donc un certain nombre de facteurs qui laissent penser que le potentiel ce qui assure la conception serait probablement réduit en fin de période reproductive à l'approche de la stérilité. Et puis, très important, le fait que le risque de fausse couche, de mortalité fœtale spontanée, augmente aussi avec l'âge. C'est aussi une donnée qui a été sous-estimée, je pense, y compris dans les milieux médicaux, et qui pourtant maintenant, je pense, est en fait un élément essentiel dans la baisse globale des capacités reproductives avec l'âge. Et là, on a des données tout à fait fiables. Alors, un rappel d'abord sur ce qui est de l'âge de la ménopause. Voilà la courbe de distribution cumulée de l'âge à la ménopause dans nos sociétés, avec une médiane donc autour de 50 ans, qui est la moyenne également assez proche de ça, parce que la distribution est assez symétrique. Alors bien entendu, ça veut dire quand même qu'il peut y avoir des femmes qui ont une ménopause plus précoce que 50 ans, mais cet âge est assez, semble-t-il, stable dans le temps, cet âge moyen. On ne lui connaît pas beaucoup de paramètres particuliers, de facteurs particuliers. On a surtout démontré éventuellement l'effet du tabac, le fait de beaucoup fumer, qui, je crois, raccourcirait un petit peu, abaisserait un petit peu l'âge de la ménopause. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de facteurs de variabilité. Alors, sauf un majeur, qui est, depuis un certain nombre d'années, l'apparition des traitements de la ménopause ou de la périménopause, et qui, effectivement, à ce moment-là, retarde énormément, voire escamote un petit peu cette période particulière. Ce qui rend d'ailleurs difficile aujourd'hui les observations de l'âge à la ménopause, puisque beaucoup de femmes sont en fait sous traitement et ça ne permet plus d'observer l'âge naturel à la ménopause. Alors, dans les modèles que je présenterai tout à l'heure, un des éléments, c'est la définition d'une courbe de stérilité par âge, c'est-à-dire il faut savoir, puisque je viens de vous dire que la ménopause ne suffit pas à marquer véritablement la fin de la période reproductive, il faut essayer d'estimer cet âge de la stérilité définitive. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la méthode. Ici, c'est pour vous montrer simplement qu'on a d'une part donc, cette courbe sur l'âge de la ménopause qui est relativement sûre, et puis des données ici relatives à l'âge à la dernière maternité dans des populations qui ne pratiquaient pas a priori de régulation des naissances et pour lesquelles on s'est intéressé aux familles complètes, comme on dit, c'est-à-dire qui sont restées, enfin les mariages sont restés formés jusqu'à 50 ans au minimum. Donc les femmes ont pu être exposées jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de retrait prématuré à cause de rupture d'union. Donc pour ces familles complètes, on a des distributions d'âge à la dernière maternité qui ont une médiane qui est cette fois autour de 40 ans. Ça, ce sont des données très stables de la littérature de démographie historique. On a toujours des âges moyens à la dernière maternité autour de 40, 41 ans en moyenne. Alors on peut toujours soupçonner qu'il y a eu peut-être un peu de régulation des naissances en fin de vie reproductive, ne serait-ce que par abstinence, mais les données sont quand même globalement assez stables. Donc entre ce 40 ans-là et le 50 ans de la ménopause, si on a sa dernière enfant autour de 40 ans, ça veut dire qu'on était encore fertile peu de temps auparavant, au moment de la conception. Peut-être l'a-t-on été encore un certain temps, mais il n'y a pas eu d'autres enfants derrière. Donc, c'est qu'on ne l'a pas été très longtemps. Et à partir de ça, on peut estimer une courbe qui représenterait donc l'apparition de la stérilité permanente, définitive avec l'âge, avec une moyenne qui serait autour de 42-43 ans. Oui. Enfin, je vous parlais de la mortalité intra-utérine. Cette courbe-là résume une quinzaine d'études qui ont été faites dans les dernières décennies et qui montrent que là, il s'agit donc de la mortalité spontanée, encore une fois, ce n'est pas les IVG, et telle qu'elle est
rapportée, vécue par les femmes. On soupçonne, on est certain même, qu'il y a en réalité beaucoup plus de grossesses qui n'aboutissent pas à une naissance vivante, mais qui s'interrompent très très précocement, si précocement que ça passe inaperçu. Si vous avez une fausse couche, entre guillemets, à 2 semaines, c'est le moment des règles qu'on aurait attendu, et du coup, ça ne se voit pas. Donc les fausses couches des toutes premières semaines passent évidemment largement inaperçues. Là, on fait référence aux événements connus de la femme, donc en général, des grossesses qui ont duré quand même au moins 3, 4, mais plutôt même 8, 10 semaines. On a aux âges jeunes des taux autour de 15%, vous voyez, avoir 30 ans, on est autour de 15%, ce qui n'est déjà pas négligeable. Et puis ensuite, on a une montée assez rapide, et on voit que vers 45 ans, eh bien, on est à plus de 30% environ de grossesses qui n'aboutiront pas, qui donneront lieu à une fausse couche, encore une fois, reconnaissable. Il peut y en avoir d'autres qui passent inaperçus. Donc ça, c'est un élément très clair d'une baisse des capacités reproductives avec l'avancée en âge. Alors, pour comprendre un peu maintenant le processus, essayer de mesurer quel est l'effet du vieillissement en termes démographiques, il faut comprendre un peu comment agit la fertilité et notamment revenir sur ce concept de fécondabilité. Je vous le disais, cette fécondabilité qu'on peut mesurer, on l'a fait sur des données historiques de manière très simple en regardant les premières conceptions après le mariage ou même finalement les premières naissances 9 mois après le mariage. Dans des sociétés où on pratiquait peu la sexualité hors mariage, ça donne une assez bonne idée de ce que pouvait être le risque de conception, donc quand on était exposé en début de mariage, puisque par hypothèse, on ne pratiquait pas de régulation des naissances. Donc on est autour de 0,2, 0,3, donc 20-25%, 20-30% de risque de conception mensuel en termes de naissance vivante, indépendamment des fausses couches, pour ce qui peut aboutir à une naissance vivante. Et ça signifie que concevoir prend un certain temps. Le premier mois, il y aura à peu près 25% des couples qui vont concevoir, et le mois suivant, il y aura 25% des 3/4 qui n'ont pas encore conçu, et ainsi de suite. Donc dans un système où tous les couples auraient la même fécondabilité, on a affaire à une simple loi géométrique, le délai moyen d'attente est égal à l'inverse du risque, c'est-à-dire à 1 sur 0,25 ici, donc à 4 mois. En fait, quand on regarde la distribution des délais de conception, on s'aperçoit que, au fur et à mesure que le temps passe, le risque de conception diminue, ce qui reflète un processus de sélection. C'est-à-dire qu'au départ, il faut faire l'hypothèse que tout le monde n'a pas le même risque, qui paraît assez naturel, presque tous les paramètres biologiques varient d'un individu à l'autre, et donc pourquoi pas celui-là. Et effectivement, on peut estimer cette distribution entre les couples du risque de conception. Alors, en pratique, on ajuste une distribution des fécondabilités sur la distribution des délais de conception. Donc, je ne vais pas passer par la méthodologie, mais une loi qui a été retenue parce qu'elle est très pratique est ce qu'on appelle la loi bêta, qui est une loi à 2 paramètres. Donc, pour une population normale, voilà à peu près une distribution possible de la fécondabilité, donc avec les valeurs les plus fréquentes autour de 0,2, 0,3, et puis presque plus rien après 0,6, 0,7. Alors qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que le temps passe et qu'il n'y a pas de conception? Eh bien, on concentre la distribution vers des valeurs de plus en plus faibles de fécondabilité. Ici, on a représenté ce qui se passerait au bout de 12 mois. Donc, pour les couples qui n'ont pas encore conçu au bout de 12 mois, leur risque maintenant n'est plus 0,25 en moyenne, mais 0,12. Ceux qui avaient la meilleure fécondabilité ont déjà eu des succès et ne sont plus maintenant dans la course. Donc, on a une fécondabilité moyenne plus faible et évidemment plus concentrée vers des valeurs qui, cette fois-ci, sont autour de 0,1 et il n'y a plus beaucoup de valeurs au-dessus de 0,4. Donc, on peut très facilement modéliser ce processus et, pour illustrer sur des données numériques, voilà ce que ça donne comme chance de concevoir dans les 12 mois qui restent, 12 mois prochains, selon le temps qui a déjà passé sans succès. Alors, prenons la première colonne, c'est la plus simple à suivre. Donc, on a ici 0, 12, 24, 36 mois, donc 1 an, 2 ans, 3 ans. On prend 1000 couples au départ. Il n'en reste que 99 sur 1000, donc 10% à peine, qui n'ont pas encore conçu au bout d'1 an. Donc, normalement, 90% doivent réussir à concevoir dans la première année.
Après, au bout de 2 ans, il n'en resterait plus que 3%, et au bout de 3 ans, 1%. Ceci en faisant l'hypothèse que dans la population initiale, il n'y a pas de couple totalement stérile. La distribution de l'âge à la stérilité, qu'on a brièvement vu tout à l'heure, pour y revenir rapidos, bon, on ne part pas de zéro, on part de quelque chose, de quelques pourcents dès 15 ou 20 ans. Donc il y a un certain nombre de couples qui malheureusement sont en situation de stérilité dès le début de leur vie reproductive. Donc si on les omet pour le moment, voilà ce qui se passerait donc dans une population de couples non stériles. Alors, donc la première année, je l'ai dit, il y a 90% qui vont concevoir, la probabilité de concevoir dans les 12 mois. Pour ceux qui n'auront pas conçu et qui attendent, qui se retrouvent au bout d'un an, 71% vont concevoir dans l'année qui suit. Donc la situation est grave, mais pas désespérée, puisque vous avez encore 7 chances sur 10 d'y arriver dans les 12 mois qui suivent. Bien que la fécondabilité soit réduite, on l'a vu, à la moitié de sa valeur initiale. Si vous attendez malheureusement encore 1 an, donc vous vous retrouvez au bout de 2 ans d'attente, vous avez encore plus de la moitié de chances de concevoir dans les 12 mois qui vont suivre. Donc le processus est sélectif, mais il vous laisse quand même des chances de continuer à concevoir au fur et à mesure que le temps passe. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'affoler trop vite et qu'il ne faut pas se précipiter notamment à donner des traitements de stérilité à des couples simplement parce qu'ils ont attendu 6 mois ou 12 mois. Ça n'empêche pas de faire des investigations cliniques, mais et si on trouve quelque chose d'évident, bien sûr, de traiter, mais s'il n'y a pas des choses très claires, il vaut mieux commencer par se donner un peu de temps pour voir s'il n'y a pas une conception qui va survenir dans les 12 mois qui suivent. Alors évidemment, dans une population réelle, il y aura très certainement une certaine proportion, alors très difficile à estimer, de couples qui sont totalement stériles. Donc les estimations qu'on trouve à partir de données historiques, là aussi, c'est-à-dire où il n'y avait pas de contrôle des naissances, donneraient des possibilités de l'ordre de 3 à 5% de couples qui seraient totalement stériles depuis le début de leur mariage ou de leur vie de couple. Donc si on rajoute ces 3%, évidemment, le tableau change un peu, puisque au fur et à mesure, on va concentrer ces couples-là qui n'ont aucune chance de concevoir à aucun moment. Alors la première année, ça ne fait pas très grande différence. Vous voyez, même avec 5%, on est encore à 86% de succès au total, au lieu de 90%. À partir de la deuxième année, ça commence à faire des différences, mais là encore, après 12 mois d'attente, dans une hypothèse où il y aurait 5% de stériles dans la population, on ne sait pas lesquels, on fait l'hypothèse qu'il y en a 5%, vous avez quand même encore une chance sur 2 de concevoir dans les 12 mois qui suivent. Donc ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas désespérer est vrai même dans une hypothèse où il y aurait une proportion non négligeable de couples stériles. Alors, c'est beaucoup moins vrai après 2 ans. Vous voyez que là, quand même, la probabilité descend beaucoup. Là, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Et effectivement, il ne faut pas décourager les couples de consulter après 2 ans sans succès. Alors, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe et mesurer l'effet, notamment donc, d'un retard de quelques années de l'âge à la maternité, à la recherche de maternité, ça devient vite assez compliqué parce qu'il faut prendre en compte pas mal de paramètres. Il faut tenir compte du fait qu'il y a les couples veulent plus ou moins d'enfants, y compris 0 éventuellement. Du fait que, du coup, ils vont utiliser des méthodes contraceptives plus ou moins efficaces. Et il y aura des échecs de contraception qui feront des conceptions prématurées. Pour ceux qui ont des difficultés, le fait qu'éventuellement, ils vont recourir à une méthode d'aide médicale. Mais en plus, à chaque instant, le risque de conception va dépendre de la situation de couple, le fait qu'on soit exposé ou pas, du nombre d'enfants que l'on veut encore, du nombre d'enfants qu'on a déjà eus, de la pratique contraceptive ou du recours à l'AMP, bien sûr, de l'âge et des caractéristiques biologiques qu'on suppose inégalement réparties dans la population. Du coup, ça devient assez compliqué d'écrire ça sous forme d'équation. Et une méthode est d'utiliser ce qu'on appelle la simulation de Monte-Carlo, que j'appelle un peu parfois la méthode des paresseux, parce que ça évite d'écrire des équations, qui consiste à simuler la vie reproductive complète d'une personne en prenant en compte tous les événements qui peuvent lui arriver. Donc on peut commencer par le fait qu'on va s'exposer au risque de conception à partir du mariage ou de la mise en couple.
Ensuite, qu'il pourra y avoir ou pas une conception, alors en fonction de la contraception qu'on utilise ou pas. S'il y a conception, qu'il peut y avoir fausse couche ou pas. S'il y a eu fausse couche, retour à la case départ. Le fait qu'il y ait une naissance. Après une naissance, on peut vouloir attendre un certain temps avant de s'exposer à nouveau. Il peut y avoir des ruptures d'union qui introduisent des périodes d'interruption également. Alors tout ça, ça consiste à avoir à chaque mois, puisqu'on pratique, on travaille mois par mois, une probabilité pour les divers événements. Donc il y en a qui sont relativement faciles à estimer. La probabilité d'entrer en union, par exemple, ou de se marier, on a des observations statistiques fiables qui permettent de bien simuler ce qui se passe, par exemple, dans la population française. La fécondabilité, on va utiliser une distribution, comme je vous l'ai dit. Les fausses couches, on va utiliser la loi que j'ai indiquée. Donc pour tout ça, on peut avoir des données, âge par âge, qui permettent de reproduire l'ensemble du processus. Alors on simule comme ça la vie entière d'une femme. Et bien sûr, ça ne vous donne pas un résultat très intéressant, puisque vous êtes soumis à tous les aléas de toutes les probabilités qu'on a incluses. Il peut se faire que cette femme ne se marie jamais, il ne passera aucun événement. Il faut donc répéter l'opération sur plusieurs milliers de femmes et agréger les résultats. Et c'est exactement comme si on procédait à un échantillon de population, qu'on interrogeait les personnes, qu'on leur demandait de nous raconter leur biographie, et ils nous diraient les mêmes choses, c'est-à-dire à quel âge ils sont entrés en union, à quel âge ils ont cherché à avoir leur premier enfant, etc. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut relativement facilement inclure dans le modèle donc, des éléments nouveaux, comme au départ, quand je l'avais conçu, je ne m'intéressais pas à l'aide médicale à la procréation, mais c'était assez facile d'inclure un module qui permet de prendre ce comportement-là en compte. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, c'est l'organigramme un peu général du modèle qui montre que, bon, on rentre ici, on passe par tous les états, on tire au début un âge à la stérilité, ou éventuellement au décès, on tire une fécondabilité, éventuellement un âge à la séparation ou au veuvage. Ensuite, on va regarder à chaque étape si la personne est actuellement en situation de stérilité ou pas. Par exemple, pendant qu'elle est enceinte, elle ne court plus le risque de concevoir. Ensuite, on va tirer, compte tenu de son âge précis et du contexte, sa fécondabilité pour le mois en cours. On va voir si elle conçoit ou pas. Si elle conçoit, on va regarder s'il y a une fausse couche ou pas. Voilà. Et puis, on reboucle mois après mois. Alors, on va d'abord regarder au niveau individuel l'effet de l'âge lui-même. Pour faire cela, j'ai supposé que le couple cherchait à concevoir à partir d'âge précis, 30 ans, 35 ou 40 ans. Et j'ai regardé ce qui arrivait, donc considérant qu'une conception, une conception en termes de ce qui va aboutir à une naissance vivante, c'est ça qui intéresse les gens, faire une fausse couche, c'est un accident, c'est pas ça qu'on souhaite, ce qu'on veut c'est un enfant né vivant. Donc quand je parle de conception, c'est de conception en termes débuter une grossesse qui va aboutir à une naissance vivante. Donc les conceptions qui interviennent dans les 12 premiers mois, on peut considérer que c'est un succès. Par contre, au-delà, ça sera des demi-succès, puisqu'il y aura eu un temps d'attente qui sera quand même pas négligeable. Alors, donc, pour chacun des âges, vous avez une colonne correspondant à la proportion de femmes, donc qui sont exposées par hypothèse à partir de cet âge-là. Ici, on a 75% qui vont concevoir dans les 12 premiers mois. Alors, on est bien sûr sans aide médicale à la procréation. Donc c'est moins que tout à l'heure, parce que ce que vous indiquez dans le premier modèle, parce qu'il y a des stériles, parce qu'on est déjà à 30 ans, bon, ça peut-être que les capacités sont déjà un petit peu réduites par rapport à 25 ans. Bon, il y a divers paramètres qui font que, et puis je suis en naissance vivante, hein, et pas, je ne tiens pas compte des fausses couches, il y en a 15% qui ont une fausse couche en fait. Donc 75% de succès qu'on peut dire complet. L'année suivante, il y a encore 11% qui vont concevoir, et l'année d'après 3, et encore 1 après. Donc au total, en 4 ans, on a 90% qui ont réussi à avoir un enfant né vivant. Et s'il continue encore, il y en aura encore 3% supplémentaires qui vont réussir à avoir une naissance. Mais on va considérer qu'il y a une limite à la patience et que celles qui n'ont pas réussi à concevoir après un certain délai, ici j'ai supposé que ce serait au bout de 4 ans, on va le voir tout à l'heure, elles seraient candidates à une fécondation in vitro. Donc, c'est celles qui resteront là, les 9%, complément de 90, là, les 9% qui vont être des candidates et que je utiliserai dans la prochaine étape du modèle pour voir quels seraient les effets
du recours à l'aide médicale à la procréation. Mais pour le moment, restons-en aux conceptions spontanées. Alors, si on décale de 5 ans, on peut penser qu'on commence à entrer dans une zone effectivement de plus faible fertilité. De fait, la première année, on n'aura déjà plus que 2 succès sur 3 au lieu de 3 sur 4. En 4 ans, on sera à 84%. Bon, c'est encore significatif, évidemment, mais on est en dessous des 91% pour les femmes qui avaient tenté leur chance à 30 ans. À 40 ans, on est encore plus bas, évidemment, avec 44% seulement de succès en 1 an et 63% en 4 ans. Du coup, les candidates à la méthode d'aide médicale à la procréation seront évidemment plus nombreuses. Et là, j'ai en plus supposé qu'elles ne vont pas attendre, par exemple à 40 ans, elles ne vont pas attendre 4 ans pour tenter leur chance, parce que là, évidemment que leur chance serait encore plus faible. Donc, je leur ai mis que 2 ans d'attente, et à 35 ans, donc 3 ans d'attente. Ce qui fait que la proportion de couples éligibles pour une méthode d'AMP augmente assez rapidement, plus vite que la proportion des échecs, puisqu'on accède plus rapidement, éventuellement, dans cette hypothèse, aux méthodes d'aide médicale à la procréation. Bon, donc là, c'est une illustration du fait qu'il est vrai que retarder une conception, la recherche d'une grossesse, comporte des risques d'un succès, de délai supplémentaire et d'un succès total de façon tout à fait indiscutable. Alors, si on veut voir maintenant d'un point de vue démographique, là j'ai supposé des cohortes, je fais des hypothèses de femmes qui cherchent par exemple à 35 ans exactement. Bon, maintenant on voudrait voir l'impact dans la population globale, compte tenu des comportements moyens des Français ou Françaises aujourd'hui. Dans ces cas-là, il faut faire tourner le modèle avec tout le processus, donc comme je l'ai dit, d'entrée en couple, etc., avec des paramètres qui sont aussi proches que possible de ceux de la population française. Donc, dans ce tableau, vous avez un contrôle du modèle, d'abord, pour voir si, effectivement, on reproduit quelque chose qui est assez proche des données réelles dans la population française. Le nombre moyen d'enfants final est pris dans la cohorte à peu près 68, donc c'était à peu près la situation de l'année 2000. Comme on l'a vu, on était tout près de 2 enfants par femme en descendance finale. Dans la simulation, on s'arrange pour que ça fasse ça, donc on a exactement 2 enfants par femme. Le nombre d'enfants désirés va être distribué dans la population en fonction de ce que des enquêtes d'opinion nous ont montré sur les souhaits des couples français quant au nombre d'enfants souhaités. Quand on les interroge, on a un nombre moyen d'enfants désirés qui est autour de 2,2, un peu au-dessus de la réalité des comportements. Dans le modèle, il a fallu que je mette 2,1 pour des raisons un peu obscures. Enfin, on n'est pas très loin du 2,2. Alors, bien sûr, on s'ajuste très très bien et on fait jouer les paramètres du modèle, évidemment, dans ce but, sur le nombre moyen d'enfants, mais c'est intéressant de voir si on reproduit assez bien aussi la distribution du nombre d'enfants, puisque c'est ça qui va intéresser les couples. Ce n'est pas la moyenne, c'est d'avoir chacun les 2 qu'ils veulent, ou les 3 qu'ils veulent, ou les 4. Donc là, vous avez la distribution observée dans la descendance finale à peu près de cette génération, et ici, la distribution que j'obtiens dans la simulation, et il n'y a pas de quoi se plaindre, on est vraiment extrêmement proche. Bon, de même, l'âge moyen à la première union, ça c'est identique par construction, donc là on ne peut pas se vanter. Il y a des proportions en union à divers âges qui collent assez bien aussi. Alors l'âge moyen à la première naissance, là c'est déjà un résultat quand même du modèle. Pour la première naissance, je tombe un petit peu en dessous de l'âge effectif. Pour l'âge moyen global à la maternité, par contre, ça colle parfaitement. Et puis des indicateurs plus étonnants peut-être. Les femmes jamais en union, ça c'est évident parce que c'est par construction. Par contre, la notion de naissance non désirée que je vous avais présentée dans une séance antérieure, le fait qu'on a eu un échec de contraception, compte tenu de la complexité du modèle, des hypothèses qu'il faut faire sur l'efficacité de la contraception, etc., tomber pile poil sur les 9% attendus, c'est quand même satisfaisant. Et pour les naissances non planifiées, 5% supplémentaires au lieu de 7%, ce qui est pas mal non plus. Donc, globalement, je pense qu'il y a d'autres contrôles encore, mais on peut considérer qu'on reproduit quand même fidèlement l'histoire d'une génération française contemporaine. Alors, on part de la situation telle qu'on l'a observée donc, autour des années 2000. On fait l'hypothèse c'est même plus qu'une hypothèse, c'est aussi en partie un constat, que les couples qui se forment ne souhaitent pas avoir un enfant immédiatement.
Donc, ils vont respecter un certain délai avant de s'exposer pour chercher à avoir un enfant. Ça a toujours été vrai, même quand l'union prédominante était le mariage. Donc, on suppose que ce délai est de 2 ans. Et puis après, on va ajouter du délai pour voir ce qui se passe. Donc, avec ce délai initial, au moment où les couples vont chercher à concevoir, leur fécondabilité moyenne sera de l'ordre de 0,22. Donc, on est dans l'ordre de grandeur de ce qu'on a déjà vu. L'âge moyen à la maternité, comme on l'a vu, ce sera 29 ans. Le nombre final d'enfants sera très proche de 2,0. L'âge moyen en début d'exposition, compte tenu des hypothèses d'entrée en union et de temps d'attente, serait 25 ans. Un peu moins de 10% du coup resteront involontairement sans enfants. Par ailleurs, 15% auront moins d'enfants que souhaité. Donc voilà le tableau qui en principe reflète à peu près la situation actuelle sans modification. Alors la modification qu'on introduit, c'est d'un report supplémentaire, en plus des 24 mois, on fait l'hypothèse qu'on retarde d'encore 2 ans et demi l'arrivée du premier enfant. Si vous vous rappelez les courbes qu'on a vues sur l'âge à la première maternité, elles sont beaucoup élevées dans les 3 dernières décennies, et pour le moment, elles donnaient l'impression de pouvoir continuer encore à augmenter. Ça varie un petit peu selon les pays, mais enfin, pour certains pays, on n'avait pas du tout l'impression d'un ralentissement. Donc une hypothèse à 2 ans et demi ne paraît pas du tout exclue, d'autant que ça fait un âge moyen à la maternité de 31 ans, ce qui n'est pas particulièrement excessif. Alors, qu'est-ce qu'on perd ? On perd 0,1 enfant, c'est-à-dire qu'on arrive à 1,9 au lieu de 2,0, avec évidemment une proportion augmentée de couples qui restent sans enfants involontairement et également qui ont moins d'enfants que prévu. Seconde hypothèse, on pousse le bouchon encore plus loin. Je ne sais plus exactement pourquoi j'avais choisi 69 mois, c'était pour tomber sur un chiffre rond quelque part, mais je ne sais plus lequel. Enfin, disons, ça fait encore à peu près 5 à 6 ans supplémentaires, en plus des 2 ans. Donc là, on fait passer l'âge finalement à la maternité à 33 ans. C'est moins que le délai, c'est assez normal puisque les naissances se concentrent quand même. On ne peut pas avoir des naissances à des âges très élevés. On perd encore un peu plus de 0,13 enfants par rapport aux 2 initiaux, et 1,9 surtout intermédiaires. Et puis, évidemment, la proportion qui reste sans enfants involontairement augmente, de même que ceux qui ont moins d'enfants que souhaité. Bon, donc, si on reste au plan démographique, c'est vrai qu'un report supplémentaire d'encore 2 ans et demi, qui d'ailleurs pratiquement est déjà réalisé dans certaines populations, je crois qu'aux Pays-Bas, on est à peu près à 31 ans. Donc ça peut représenter 0,1 point sur la descendance finale en moins à cause de ce report. Ce n'est pas énorme, mais quand on est à chercher les 0,1, 0,2, 0,3 pour faire remonter un peu la fécondité, on peut dire c'est déjà ça, si on arrive. Alors évidemment, une solution pour l'éviter, ce serait que les gens aient leurs enfants jeunes. Bon. Et puis sinon, une autre solution, on verra peut-être, c'est de recourir à l'AMP. D'ailleurs, la dernière ligne du tableau montre quelle serait, avec les hypothèses que j'ai faites sur l'accès à l'AMP, c'est-à-dire le fait que si on a attendu pendant 4 ans quand on est jeune et puis un peu moins quand on est plus âgé, sans succès, à ce moment-là, on a accès à la fécondation in vitro. Évidemment, la proportion de couples éligibles augmente, elle fait presque doubler entre la situation actuelle et l'hypothèse maximale. Donc, ça fera une demande potentielle plus importante de ce côté-là. Voilà, donc impact relativement limité, mais peut-être plus substantiel si vraiment on continuait sur la même lancée pendant des années et des années. Alors, que peut faire l'aide médicale à la procréation ? Bon, le tableau n'est pas très important. L'hypothèse que j'ai faite, c'est 2 tentatives de FIV. Alors, ça correspond à peu près à la moyenne de ce qui se passe en France. Bon, la fécondation in vitro est maintenant la méthode de référence principale, avec l'ICSI, qui consiste à injecter directement un spermatozoïde dans l'ovule, ce qui supplante en grande partie d'ailleurs du coup l'insémination artificielle avec donneur. Mais les efficacités, on va le voir, sont comparables entre les 2 méthodes. Donc je suppose que
Au bout des 4 ans d'attente pour les femmes les plus jeunes, 3 ans, 2 ans pour les plus âgées, elles ont accès à ce moment-là à une FIV. Ce qui correspond au délai observé dans les études, on dispose de pas mal de données en France là-dessus, c'est effectivement à peu près 4 ans après le début de leur recherche de conception qu'elles ont accès à la FIV. Il a fallu qu'elles attendent pour voir ce qui se passait, qu'ensuite elles se décident éventuellement, qu'elles aillent voir un médecin, qu'on fasse des examens, etc. Et finalement, le délai total est en général d'à peu près 4 ans, et donc avec une diminution quand l'âge augmente. Bon, ça c'est pour expliquer comment j'implémente l'équivalent de 2 FIV dans le modèle, ce n'est pas très important. Je m'arrange de toute façon pour que ça donne un taux de succès qui soit exactement celui observé avec la fécondation in vitro. Alors justement, quel est-il ce taux de succès ? Il est de l'ordre de 20% de grossesse par ponction. C'est-à-dire on a fait une ponction et après on a essayé de réimplanter l'œuf fécondé. C'est en grossesse. Ce qui nous intéresse, c'est quand même des accouchements, qu'il y ait au moins un enfant né vivant, et donc on est à 16%. Pour l'ICSI, les taux sont un peu meilleurs, puisqu'on est à 24 et 19%, bon, à peu près les mêmes ordres de grandeur. Mais alors il faut aussi savoir que, bien sûr, on peut recommencer. On peut l'avoir fait une première série, et puis si on a échoué, après 2 ponctions, quelquefois on en fait 3, on peut aussi décider de recommencer 1 an après. Mais il faut savoir quand même que même après la première ponction, il y a déjà en général à peu près 30% des couples qui abandonnent. Donc ce n'est pas si fréquent que ça d'avoir 6, 7, 8 tentatives. C'est même rare. Deuxième observation, il y a un effet d'âge très important parce que les méthodes en question sont, vous allez voir encore mieux sur la courbe qui est là, de moins en moins efficaces quand l'âge augmente. Là, vous avez les résultats agrégés d'un registre français national qui s'appelle FIVNAT et d'un registre anglais équivalent. Donc ça rassemble l'ensemble des données du pays, donc c'est des données très solides. On retrouve à peu près ici 18% de taux de succès par ponction en naissance vivante, mais c'est valable jusqu'à 30 ans, et après il y a une descente qui est très significative. À 35 ans, on a déjà un peu perdu, mais surtout à 40 ans, on n'est plus qu'à 8-10%, et à 45 ans, encore moins. Donc, il faut comprendre que, en fait, ces méthodes s'appuient quand même en partie, elles sont artificielles, mais elles s'appuient en partie sur la physiologie naturelle. On a fait la fécondation, mais après, le reste du processus se déroule in vivo. Et il peut y avoir des problèmes qui sont liés à l'âge de l'organisme de la femme. Alors, évidemment, la solution extrême consiste à contourner toutes les difficultés en prenant un ovocyte d'une femme jeune, un spermatozoïde d'un homme jeune, et en implantant tout ça dans un utérus d'une femme jeune. Bon. Puis après, vous faites le don éventuel de l'enfant. Donc là, à ce moment-là, en effet, on peut contourner la difficulté. Mais pour le moment, avec les méthodes telles qu'elles sont utilisées, on n'échappe pas à cette diminution-là. Donc, je prends ça en compte dans le modèle, c'est-à-dire que je calcule le taux de succès correspondant exactement à des tentatives, donc à 2 tentatives en fait successives de FIV, donc c'est mieux que ça, puisqu'il y en a 2, mais c'est ce qui correspond exactement aux données de la littérature, âge par âge. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On repart en somme du tableau précédent, si vous en souvenez, donc on avait supposé qu'initialement on partait à 30 ans, 35 ou 40 ans. En cas d'échec, on recourait à l'AMP à 34 ans, ou 38, seulement 3 ans de délai, ou de 42. Et les proportions qui sont là sont celles qu'on avait observées dans le tableau, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas réussi à concevoir dans les 4 ans ici, ou dans les 3 ans, ou dans les 2 ans. Alors, les conceptions qui vont survenir avec AMP vont être de l'ordre de 3% à cet âge-là. 4% ici, 7%. Alors, 7%, attention que ce sont des points comparables à cela, c'est-à-dire que ici la proportion est plus élevée parce qu'elle s'applique, en fait, elle s'ajoute en somme, elle se retranche des 17% qui sont là. On part avec 18 femmes exposées et qui vont recourir à la méthode. Donc, même si la méthode est moins efficace, on aura quand même au total 4 succès. De même, quand on part avec 43 qui rentrent dans le processus, on aura 7 succès. Mais 7 seulement sur 43. Donc ici, si on fait le taux de succès, effectivement, rapportant le nombre de succès par rapport aux personnes qui sont exposées, on a 30%, mettons 1 sur 3 pour être large, si on commence à 30 ans, mais 1 sur 4 si on commence à 38 ans, et encore moins si on commence à 40 ans.
Donc, on va rattraper certes une partie, tant mieux pour ceux qui vont obtenir un succès, mais il ne fallait pas trop compter sur cette méthode-là de façon certaine. On ne rattrape qu'une petite partie des expositions ratées. Donc, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que pour ce qui concerne la question du report de l'âge à la maternité, premièrement, il est indéniable que quand on arrive au-delà de 30 ans, et surtout de 35 ans, on entre dans des zones où la fertilité diminue, donc les risques d'échec vont augmenter, et les risques et la possibilité de les compenser par l'AMP ne restera que tout à fait partielle. Alors, voilà pour le report. Maintenant, il y a un deuxième... ça c'est encore sur le délai. Dernier tableau, excusez-moi. C'est une autre manière de présenter les résultats en termes démographiques aussi, et avec des hypothèses sur la proportion de personnes qui recourraient à l'AMP. Ce qu'on a vu sur les données, l'approche individuelle, c'était avec l'hypothèse que toutes les femmes recouraient à l'AMP. Dans la vraie vie, on sait qu'elles ne le font pas, pour des tas de raisons. Ce n'est pas agréable du tout. C'est un processus pénible. En France, il est à peu près gratuit, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais même s'il est gratuit, il n'est pas pour autant extrêmement simple. C'est un parcours assez compliqué. Il faut beaucoup d'analyses. Les prélèvements, il faut des stimulations hormonales. Les prélèvements, ce n'est pas rien. Donc, c'est un parcours dans lequel tout le monde ne souhaite pas s'engager. On a vu que pour celles qui commencent à s'y engager, il y avait des arrêts fréquents. Donc ici, je fais deux hypothèses. 50% recourraient à l'AMP et éventuellement 100% si on arrive à convaincre tout le monde. Donc au départ, on a 2 enfants par femme dans notre population, comme prévu. Alors bien sûr, on pourrait dès aujourd'hui calculer ce qui se passe, on peut calculer ce qui se passe si on utilise l'AMP. Bon. Donc si 50% des femmes l'utilisent, on gagne 0,2, et si, 0,02 plutôt, et si la totalité l'utilise, on gagne 0,04. Donc, vous voyez que ce n'est déjà pas un bénéfice gigantesque. Alors, avec un délai augmenté de 30 mois, on a vu que la fécondité perd 0,1 point, on passe à 1,9. Qu'est-ce qui se passerait avec quel rattrapage aurait-on avec l'AMP ? Bien là, on retrouverait notre 0,02 et notre 0,05 à peu près. Donc, on passerait à 1,92 ou 1,95. Dans le meilleur des cas, effectivement, on aurait compensé la moitié du déficit dû au report de la fécondité. Mais dans l'hypothèse que tout le monde recourt à l'AMP, encore une fois, ça me paraît une hypothèse peu réaliste. Alors, si le délai était encore augmenté, on a vu que la fécondité, effectivement, baisserait davantage, on tomberait à 1,77. On rattraperait 1,8, 1,82. Donc, dans ces cas-là, pas grand-chose, parce que on est justement à des âges maintenant encore plus avancés, et on a vu que l'efficacité des méthodes était elle-même diminuée. Donc, autant on peut considérer que dans les zones où nous nous trouvons aujourd'hui et où on pourrait se trouver encore dans quelques années, l'AMP peut démographiquement parlant avoir un impact pas tout à fait négligeable, encore que ça ferait 0,05 au total, autant il ne faudrait pas y compter si on était dans des reports encore plus tardifs. Alors, deuxième question. La présentation qui va suivre de Rémi Slama va vous donner des raisons d'imaginer que, globalement, indépendamment de cette question du report, il pourrait y avoir une baisse des capacités reproductives dans les populations humaines aujourd'hui. Alors, il va vous expliquer un petit peu ce qui se passe, et dans des études auxquelles il avait participé, notamment basées sur l'analyse de l'évolution de la qualité du sperme dans des donneurs de sperme pour les méthodes d'insémination artificielle, données dont on dispose avec un certain recul, quelquefois 20-30 ans dans certaines populations, on observe effectivement une diminution des capacités, de la qualité, disons, du sperme en termes de numération, d'anomalies, etc. Donc ils ont estimé que sur la tendance qu'on peut vraiment observer, ça pourrait représenter une baisse de 7% de la fécondabilité. C'est-à-dire que le risque mensuel serait diminué de 7%. En extrapolant un peu sur une plus longue durée, ils ont posé une hypothèse à 15%.
Ici, dans un article qu'on a fait avec Rémi Slama, on a eu la main un peu lourde, on a rajouté une hypothèse à 50%, une diminution de moitié de la capacité reproductive. Rien ne l'indique pour le moment, mais pour voir un petit peu ce qui se passerait. Alors, ce qui se passerait apparaît dans ce tableau. Donc, on part à nouveau d'une situation d'une fécondité à 2 enfants, comme on l'a vu. On avait vu les proportions qui restent involontairement sans enfants. Cette colonne-là, vous l'avez certainement mémorisée. Donc, qu'est-ce qui se passerait si la fécondabilité baissait à partir de ce niveau-là de 7%? C'est mettre directement sur le niveau de la fécondabilité initiale, bien sûr. En termes de descendance finale, 0,02 comme impact. Donc ce n'est pas considérable. La proportion de couples restant involontairement sans enfants n'est pratiquement pas impactée ici, de même que ceux qu'on a moins que souhaité. Alors, une des raisons, c'est que les hypothèses qui sont faites dans cette modélisation, c'est que c'est le risque de la fécondabilité qui est affecté par la stérilité totale. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que les facteurs qui agissent sont des facteurs qui vont diminuer les capacités reproductives, mais qui ne vont pas créer des stériles en masse. Si c'était le cas, là, il faudrait revoir le modèle. Néanmoins, on fait dans certains cas des hypothèses un peu extrêmes qui supposeraient que la baisse sera concentrée sur les fécondabilités les plus faibles. Et dans ce cas-là, les gens qui partent déjà avec une fécondabilité de 0,1, si en plus on leur en enlève une partie, ils ne sont pas très loin de 0. Donc, on n'est pas dans un contexte où on rajoute des stériles stricto sensu, mais on rajoute éventuellement des personnes qui ont un risque quand même très faible. Donc, avec cette baisse supposée de 7%, l'impact démographique est presque invisible. Avec 15%, qui est peut-être dans le domaine encore des possibilités, on a du mal à démontrer les choses, mais on a un impact un peu plus important, 96 au lieu de 2, et un peu plus fort sur la proportion restant sans enfants, mais encore une fois, c'est surtout des délais qui sont allongés et qui éventuellement aboutissent à quelques échecs in fine. Dans l'hypothèse 50%, alors là, l'impact démographique commence à être plus significatif, mais quand même, malgré le fait, encore une fois, qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère en prenant cette hypothèse, on n'est encore qu'à 0,16 enfants perdus sur les 2, ce qui n'est pas encore un impact considérable. Alors, comme tout à l'heure, évidemment, la proportion de couples éligibles pour l'AMP augmenterait, et surtout dans l'hypothèse 50%, mais pas très significativement, donc pour des baisses de fertilité réalistes. On va voir dans quelle mesure elles le sont dans un instant. Encore une fois, c'est important de bien comprendre que ce qu'on suppose, c'est que c'est la fécondabilité qui diminue. Alors, je n'entre pas dans le détail. Un des problèmes est de savoir si on applique à l'ensemble de la distribution de la fécondabilité la réduction imposée de 15% ou de 50%, ou si on estime qu'elle va affecter plutôt les faibles fécondabilités. Dans ces cas-là, on a une hypothèse dans le modèle qui concentre l'impact sur les personnes qui ont déjà une fécondabilité faible au départ, et ça augmente un petit peu, évidemment, l'impact final. Il semblerait quand même que pour le moment, ce risque-là ne soit pas trop considérable. Tant que c'est, encore une fois, une baisse de fécondabilité, ça se traduit par le fait que les intervalles sont allongés. Je n'ai pas mis ici dans ce tableau pour ne pas être trop chargé. On peut calculer la proportion de couples qui vont attendre plus d'1 an ou plus de 2 ans. Cette proportion, elle augmente, effectivement, puisque la fécondabilité moyenne baisse. Donc c'est gênant pour les personnes concernées. Mais quand on veut 2 enfants, qu'on commence même à 28, 29 ans, on a normalement le temps de les avoir, même si le délai est un petit peu plus long que prévu. C'est pour ça que l'impact final en termes de nombre d'enfants n'est pas trop gigantesque. L'impact sur la demande d'AMP n'est pas non plus très énorme parce que nous avons une hypothèse raisonnable, c'est-à-dire que les gens attendent, comme on l'a vu, 4 ans, 3 ans, 2 ans. S'ils se précipitaient au bout de 12 mois, effectivement, là, la demande d'AMP peut augmenter fortement. Certains peuvent utiliser cet argument pour dire, vous voyez, il y a une demande croissante et il faut y répondre au plus vite. Alors, Rémi Slama va vous parler des raisons qu'on peut avoir sur le plan environnemental de penser que la fécondabilité baisse. Est-ce qu'on a d'autres mesures ? Ce n'est pas très facile à mesurer.
mesurer la fécondabilité, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on fait de façon déjà indirecte avec le délai nécessaire pour concevoir. C'est-à-dire qu'on regarde combien de temps il s'écoule entre le moment où on décide de vouloir avoir un enfant et le moment où effectivement on obtient une grossesse. Mais ce n'est pas très facile à observer parce que les couples sont programmateurs en général, mais quand même pas toujours de façon si stricte que cela. On a un peu de mal à repérer à quel moment un couple est vraiment décidé de s'exposer délibérément au risque d'une grossesse. Lui-même, quelquefois, ne le sait pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans une zone un peu d'incertitude où on se dit, bon, on n'est pas très pressé, s'il y a un enfant qui vient, ça sera bien, s'il ne vient pas tout de suite, ce ne sera pas grave. Donc, quand rétrospectivement on demande quel temps il a fallu pour concevoir, on n'est pas toujours capable de le dire avec une grande précision. Ensuite, il y a le problème des fausses couches aussi qui peuvent intervenir. Donc, il faut savoir interrompre le délai, puisque s'il y a une fausse couche, on va repartir après à nouveau une nouvelle exposition et un nouveau délai. Si on n'a pas d'information sur l'existence d'une fausse couche, on aura un délai très long qui ne correspondra pas à la réalité biologique. Donc, l'observation du délai est assez compliquée et les travaux de modélisation qui sont en cours aussi là-dessus, avec diverses méthodes d'observation pour essayer de l'appréhender au mieux, mais on a un peu de mal. En plus, quand on le fait de façon rétrospective auprès de couples qui ont eu un enfant, on rate ceux qui ne les ont pas eus, ou ceux qui sont toujours en train d'attendre pour essayer de l'avoir. Bon, donc on voit bien que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc il faudrait mieux essayer de suivre des couples de façon prospective, mais c'est un challenge que l'équipe de Rémi Slama est aussi en train d'essayer de relever en ce moment. Ce n'est pas simple d'essayer de trouver des populations qui sont prêtes à nous raconter et nous faire suivre au mois le mois leur choix en matière de reproduction. Alors, il y a aussi la possibilité d'interroger les couples autrement en leur demandant est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? On l'a fait dans plusieurs enquêtes. Et effectivement, il y en a pas mal qui disent qu'ils ont eu des difficultés. Et on a constaté qu'entre deux enquêtes successives, je crois que c'était entre 1978 et 1988, il y a eu une hausse extrêmement rapide de la proportion de couples qui déclaraient des problèmes. Tellement rapide qu'elle était relativement peu crédible. On ne peut pas imaginer qu'en 10 ans, les conditions de fertilité s'étaient dégradées à ce point, d'autant que c'était les plus jeunes qui déclaraient le plus de difficultés, alors qu'on pourrait attendre plutôt un effet cumulatif avec l'âge. Plus on avance en âge, plus les couples ont rencontré des problèmes et plus ils les déclarent. De diverses manières, il était possible de montrer qu'en fait, il y avait une certaine forme d'impatience croissante, c'est-à-dire que ça correspondait à la période où, d'une part, l'idée de programmation parfaite des naissances, un enfant si je veux, quand je veux, s'était largement répandue. Donc ça valait pour pas d'échec, pas de contraception, donc pas de naissance imprévue, mais aussi, quand je le veux tout de suite. Donc ça a pu contribuer à une certaine montée de l'impatience. Et en parallèle, l'offre de méthodes d'aide médicale à la procréation qui s'était élargie avec l'apparition essentiellement de la FIV, donnait l'impression qu'on pouvait effectivement plus rapidement surmonter les difficultés. Donc, il est tout à fait légitime de penser que les couples devenaient de plus en plus sensibles aux problèmes et que certains, dans les générations plus anciennes, ne déclaraient rien, bien qu'ils aient attendu assez longtemps, mais bon, ça ne les tracassait pas, alors qu'un couple plus jeune, avec le même délai, trouvera que lui, c'est vraiment trop long. Donc, j'avais pensé qu'il fallait considérer qu'il y avait une certaine impatience croissante et que cette impatience, en plus, relayait peut-être une situation dans laquelle on omettait de déclarer des difficultés, y compris, ça refait le lien avec un autre problème que j'ai déjà abordé, y compris compte tenu du fait que beaucoup de grossesses arrivaient de façon inopinée. Rappelez-vous, 40% de naissances arrivaient plus tôt que prévu, et pour certaines pas désirées du tout, dans les années 60. 40%. Bon, donc évidemment que dans ces cas-là, la notion de délai n'a plus cours, puisque l'enfant est arrivé sans qu'on l'ait voulu. Donc il y a beaucoup de raisons de penser qu'il est difficile de comparer dans le temps les déclarations que font les couples sur le fait qu'ils ont eu ou qu'ils n'ont pas eu de difficultés. C'est un problème, parce qu'on aimerait bien savoir, évidemment, de façon plus certaine, si les difficultés potentielles qu'on soupçonne se traduisent effectivement par des difficultés réelles. Alors, dernier mot, je disais en commençant que ces questions
liées donc soit au report des naissances, soit à la baisse possible de la fertilité, donnaient lieu maintenant à un lobbying assez intense de la part de certains pour encourager les gouvernements à rendre un accès facile à l'aide médicale à la procréation. Et même certains préconisent qu'on y recourt le plus tôt possible, donc dès 12 mois, en démontrant qu'alors on peut avoir des effets très importants sur la fécondité. Il y a un article qui est paru il n'y a pas très longtemps sur ce thème-là et qui montrait donc un impact possible, significatif, dans des pays où la fécondité est tombée à 1,4 par exemple enfants par femme. On a, avec quelques auteurs, répliqué parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une erreur, il y avait deux problèmes dans l'article majeur. Le premier, c'était qu'il faisait l'hypothèse qu'il fallait mettre tout le monde à l'AMP à 12 mois. On a vu tout à l'heure que ce n'est pas très prudent. Et du coup, il faisait l'hypothèse que ces couples qui, par hypothèse, recouraient à l'aide médicale à la procréation après 12 mois d'attente, n'auraient eu aucune chance de concevoir après. Et donc, toutes les grossesses qui intervenaient ensuite étaient imputables dans leur modèle, à l'aide médicale à la procréation. Or, ce que nous voyons, ce que nous avons vu dans notre propre modèle, c'est que ce n'est pas le cas. On peut très bien avoir encore des grossesses après. Et on a d'ailleurs repris exactement les hypothèses des auteurs appliquées dans le modèle de simulation qu'on a utilisé ici, et on retrouve à ce moment-là effectivement leurs résultats. C'est-à-dire que si en effet on suppose qu'il n'y a aucun risque de concevoir après 12 mois d'attente, c'est bien ce qu'ils obtenaient. Donc on est complètement cohérent. C'est l'hypothèse qu'ils faisaient qui était erronée. Et je pense que c'est une question qui est très importante parce que ça rejoint aussi un problème de vocabulaire. J'ai insisté tout à l'heure sur la précision des termes. Il se trouve qu'en anglais, l'imprécision, par contre, règne. C'est-à-dire que c'est le terme fertility qui est utilisé dans tous les sens. Fecundity existe, et il est très peu utilisé. Fertility ou infertility, donc pour infécondité comme pour infertilité. Alors la conséquence, c'est que quand on dit, pour donner des normes aux médecins, qu'il faut s'inquiéter, enfin qu'un couple a le droit de s'inquiéter et qu'il faut s'en occuper après un certain temps d'attente, on dit après 12 mois d'infertility. Bon. Si en français on dit 12 mois d'infécondité, si on est démographe, on a bien compris que ça veut dire 12 mois sans naissance, voilà, c'est tout. Certains sont peut-être stériles, sûrement, certains sont probablement peu fertiles, sûrement, mais d'autres ont tout à fait leur chance de concevoir encore. Si le mot infertility veut dire aussi stérilité, alors on entend ces 12 mois, ce sont des couples qui sont stériles, c'est après 12 mois d'infertilité. Et du coup, ça encourage effectivement à recourir aux méthodes d'aide médicale à la procréation. Et on a essayé, avec des collègues médecins, d'essayer de montrer qu'il y avait un risque en utilisant ce vocabulaire et d'essayer de le faire changer. Il y a un article méthodologique qui est paru là-dessus. Sans grand succès, parce que c'est très très difficile de changer un langage bien implanté, et surtout quand il est utilisé par des centaines de milliers de médecins. Mais c'était pour, encore une fois, insister sur le fait qu'il faudrait qu'ils disent, ne serait-ce que de dire 12 mois d'infécondité, 12 months infertility, déjà, ça permettrait de bien faire valoir que c'est une observation qu'on a faite sur 12 mois. Si on ne met pas ce 12 mois, ou 24 mois, on omet une partie importante de l'information c'est un constat qu'on a fait. Ça fait 12 mois que le couple cherche à concevoir, il n'y est pas parvenu. Très bien. Bon. Donc, cette question qui se pose de façon légitime à certains couples, il faut éviter qu'elle ne soit généralisée et qu'elle donne lieu à ce que, personnellement, je pense, seraient des usages assez abusifs de ces méthodes, qui restent très nécessaires et bien entendu qui rendent des services. Il y a des milliers d'enfants qui naissent par FIV tous les ans en France, tant mieux, et il faut continuer à ce que ces méthodes puissent être largement utilisées. Ça n'est pas une panacée, et comme elles sont coûteuses financièrement, mais aussi, encore une fois, pour les personnes qui font ces parcours, ça ne paraît pas très prudent de chercher à les généraliser de façon abusive au motif que la fécondité globale dans nos pays est un peu faible. Je pense que pour remonter de 1,4 à 2, il faudra vraiment compter sur d'autres moyens que cela.